Les mots et les idées peuvent changer le monde. Est-ce que ce n'est pas la dernière trace de roman la plus terrifiante qu'on puisse imaginer ? Ça m'a vraiment chamboulé. Let the reader enter. J'aime bien l'idée que la littérature puisse servir à ça. C'est un métier sérieux, le métier d'écrivain. Je sais, mais je suis quelqu'un de sérieusement paresseux. Hello, c'est Marine et Elisa. Et vous écoutez Papopage. Coucou tout le monde, ça va Marine, t'es prête pour ce premier épisode ? Oui, je suis prête, j'ai trop hâte. Alors avant de te laisser la parole, on est trop excited. Du coup, avant de te laisser la parole, je voulais présenter un peu le podcast, c'est mieux. Ouais, vas-y. Donc, Papopage, c'est un podcast dans lequel Marine et moi, on a décidé de parler de manière très large de l'univers de la lecture, de la littérature et des livres. Donc, pour chaque épisode, on va aborder un thème différent. Donc, on peut parler de genre littéraire comme on le fait aujourd'hui avec les dystopies, mais aussi de tendances, d'habitudes de lecture, d'habitudes dans l'édition, ou de phénomènes comme la fanculture, les fanfics. Donc, ça sera des réflexions là-dessus en se basant sur nos expériences personnelles, des réflexions qu'on a pu avoir, des choses qu'on a pu lire. Et le but, c'est vraiment d'avoir des discussions libres, comme deux amis peuvent le faire autour d'un sujet qui les intéresse. Donc, de base, l'idée, elle nous est venue parce que justement, Marine et moi, on a l'habitude d'avoir ce genre de longues discussions qui part toujours trop loin parce que on a lu un livre en commun ou que on a regardé un TikTok et qu'il y a eu la petite phrase de trop qui nous a fait tilter. Donc, on s'est dit, on n'est pas les seuls à faire ça. Et potentiellement, ça peut intéresser d'autres personnes. Donc, le but, c'était vraiment de recréer ce genre de discussion dans ce podcast et que ce soit accessible à toutes et à tous sans forcément que ce soit de l'analyse de contenu, quelque chose de très recherché, mais plutôt un concept assez libre. Voilà, je sais pas ce que t'en penses de cette définition, Marine. C'est une très bonne définition, c'était très clair. Et j'espère que ce premier épisode plaira à nos auditrices, qui seront peut-être principalement nos amis pour commencer. Coucou. Mais on verra au fur et à mesure comment ça évolue. Donc, si c'est bon pour toi, peut-être que je peux commencer par présenter la thématique de ce premier épisode. Yes. Allez, c'est parti. Alors, on a beaucoup réfléchi, on a eu pas mal d'idées, mais on voulait commencer avec un sujet qui soit quand même un peu fort. Et donc, on est parti sur la thématique des dystopies. Les dystopies, donc je reviendrai un petit peu après sur la définition, mais c'est en tout cas un genre littéraire qui nous interpelle beaucoup et on a d'ailleurs lu chacune pas mal d'œuvres dystopiques depuis qu'on est plus jeune, donc adolescente. Et on s'est dit que ce serait pas mal d'explorer ce genre-là aujourd'hui, puisque ça fait notamment écho à l'actualité politique, sociale, qui nous interpelle aussi beaucoup. Donc voilà, ça nous semblait cohérent de commencer par ce thème-là. On a quand même un petit peu réfléchi à une structure pour l'épisode parce que on aime bien faire des plans comme si on était encore à la fac. Obligé. Voilà. Donc on s'est dit que on allait quand même bien définir le terme et le genre littéraire en tant que tel. Puis qu'ensuite on allait parler notamment de l'importance de ces récits, mais aussi des limites qui peuvent exister par rapport à l'impact que peuvent avoir les dystopies. Voilà, je sais pas si ça te semble bien comme présentation de thématique. Tu peux rajouter très quelque bien, chose. c'est parfait. Super. Non, je n'ai rien à rajouter. Non, C'est parfait. Et dans ce cas-là, c'est parti. Et j'ai une première petite question. Est-ce que tu sais d'où vient le terme dystopie ? Je crois que c'est parti des utopies, parce que ça existait avant. Tout à fait. Merci pour ce lancement de sujet. Je ne peux pas t'en dire plus, ça s'arrête là. Non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est un terme qui vient de l'anglais dystopia, et ça fait effectivement opposition au terme utopie, qui a été inventé, forgé en tout cas par l'écrivain anglais Thomas More
pour son œuvre Utopie, qui est sortie en 1516, donc ça date un petit peu. Et c'est vrai que d'un point de vue purement étymologique, la dystopie, ça signifie mauvais lieu, en fait, ou en tout cas lieu néfaste qui a une connotation négative. Et je remercie grandement Wikipédia pour ce point étymo qui fait quand même... Merci les Grecs. Vraiment, exactement. Je suis pas partie sur vraiment la construction étymologique parce que là, c'est parti. Mais tout à l'heure, j'ai dû expliquer à ma mère, enfin, je lui ai expliqué du coup le préfixe 10. Parce qu'elle me disait, mais c'est quoi dystopie? J'ai dit, 10, tu connais, dyslexique, dyscalculie. Mais tu sais que j'avais même pas pensé à ça, vraiment. Voilà. T'es pas dans l'étymologie? Je suis pas suffisamment dans l'étymologie. Bref. Et du coup, est-ce que tu sais d'où vient ce genre littéraire? Est-ce que tu as une idée de... En fait, comment est-ce qu'il a émergé? D'où est-ce qu'il vient exactement? Alors, dans ma tête, enfin, du coup, avant, moi, j'avais dans la tête que c'était Orwell avec 1984. Mais là, récemment, j'ai écouté un autre podcast. Et du coup, la personne, elle parlait de nous autres, de Yevgeny Zamyatin, que j'ai pas lu du coup, mais en gros, j'ai cru comprendre que c'était un peu ce roman-là qui a donné naissance à ce genre littéraire, quoi. Ouais, ben t'as plus ou moins raison, et c'est vrai que en faisant des recherches, il y a quand même des sources assez différentes les unes des autres, puisque il y a plein d'œuvres, notamment au 19e siècle, qui pourraient prétendre à être la première dystopie moderne. Mais c'est vrai que oui, enfin en tout cas nous autres, de Yevgeny Zamyatin, qui est une œuvre qui est sortie en 1920, enfin publiée en 1920, et aujourd'hui considérée comme un peu précurseur du genre, puisque George Orwell et Aldous Huxley se seraient fortement inspirés pour écrire respectivement 1984 et Brave New World, ou Le meilleur des mondes. Donc ça reste quand même, oui, effectivement, une œuvre fondamentale qui en fait raconte l'histoire d'un homme du futur qui fabrique un vaisseau spatial destiné à convertir en fait des civilisations extraterrestres au bonheur. Que l'État, en tout cas le système de l'État, prétend avoir découvert. Et donc c'est vrai que c'est une œuvre qui a été écrite dans un contexte particulier, puisque elle a été publiée en russe, mais auprès d'une maison d'édition à Paris, puisque la publication a été interdite en URSS. Oui. Et donc voilà, c'est un moment un peu particulier de l'histoire, et effectivement on retrouve souvent dans la plupart des dystopies modernes des éléments de dénonciation d'un régime totalitaire. Et du coup je vais peut-être revenir sur la définition de base, qui est un peu un regroupement de plusieurs articles que j'ai lus, voilà. Et souvent donc on parle d'un récit de fiction qui dépeint une société imaginaire qui est organisée de telle façon que on peut pas lui échapper, et dans laquelle les dirigeants, ils exercent une forme d'autorité totale, donc avec en fait une privation des libertés et des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Donc on parle souvent de scénarios un petit peu catastrophes, notamment pour les libertés humaines fondamentales. Donc c'est un genre qui est né dans la littérature, donc surtout à la fin du 19e siècle, mais qui est un petit peu à la jonction entre deux autres genres littéraires, et notamment les romans d'anticipation. Donc ça je ne savais pas, du type Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, mais aussi des fictions satiriques qui sont nées justement pour parodier les utopies, les premières utopies du XVIe siècle. Voilà pour le petit historique point de vue là. Et donc on a effectivement nous autres de Yevgeny Zamyatin, publié en 1920, mais il y en a aussi qui citent Le Talon de fer de Jack London, qui a été publié en 1908, qui en fait parle d'une tyrannie capitaliste fasciste qui est dotée d'un système répressif impitoyable. Ring the bell. Oui. Voilà. Mais pour le coup, je connaissais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Et moi non plus. Voilà.
mais je me disais que ça pouvait être intéressant de citer. Et une autre source encore plus ancienne, c'est La machine à explorer le temps de H.G. Wells, publié en 1895 et qui parle d'un voyage dans le temps dystopique en fait. Mais encore une fois, je connaissais pas du tout. Voilà. Est-ce que, en dehors de ce qu'on a déjà cité, toi, tu penses à d'autres œuvres dystopiques, un peu qu'on considère aujourd'hui comme des œuvres un peu classiques, majeures de ce genre-là? Ah, oui, il y a forcément la Servante écarlate, quoi, à laquelle on pense qu'il y a eu une repopularisation avec la série, parce qu'il y avait eu quand même avec le film. Et ouais, je pense à la Servante écarlate. Après, j'essaye. Il y a dans un autre genre, parce que c'est jeunes adultes, mais on peut pas parler de dystopie sans parler de la saga Hunger Games. Et je vais vous en parler, croyez-moi. Mais il y a plein de, il y a eu dans les années 2010, au niveau des YA, Young Adult, il y a eu vraiment un ressort phénoménal. Enfin, avec Labyrinthe, il y avait eu, Divergent, et quoi d'autre. C'est quoi celui que t'aimes bien là avec avec Saoirse Ronan? Oui, c'est Les âmes vagabondes de Ouais, Stephanie c'est ça. Meyer. Enfin, c'était, il y en avait partout, quoi. Ouais, mais je sais même pas si ça pourrait être vraiment une dystopie. Mais tu vois, en fait, c'est ça le truc avec, je trouve, la dystopie, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de savoir où sont les limites du genre, parce que en fait, souvent, ça a un lien assez fort avec la science-fiction. Et du coup, c'est quoi le curseur, en fait? Mais je pense que ça peut parfois aussi... Il y a un mélange de genres aussi qui se fait. Et oui, ça floute. Est-ce que ça créerait pas un nouveau sous-genre, quoi? Enfin, ouais. c'est la question se pose. Et voilà. Mais c'est vrai que donc au XXe siècle, en fait, il y a vraiment eu une multiplication d'œuvres dystopiques, notamment parce que à chaque fois, on était dans un discours de dénonciation de régimes totalitaires. Alors principalement l'URSS, mais pas uniquement. Et il y a eu des œuvres, comme on a déjà cité, mais aussi, par exemple, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ouais. Moi, je l'ai pas lu. Je sais pas si toi, tu l'as lu. Non, mais c'était dans mes plans. Ouais, pareil. C'est le truc qu'on a envie de lire depuis hyper longtemps, mais ça fait un peu peur parce que ça a l'air assez sérieux. Il faut être dans un mood spécial, je pense. Ouais, c'est clair. J'ai vu aussi Ravage de Barjavel, de René Barjavel, sorti en 1943. Moi, j'ai pas lu non plus. Et dans ce qui est le plus souvent cité, il y a aussi Un bonheur insoutenable de Ira Levin, qui est sorti en 1970. Et puis ensuite, bien sûr, La Servante écarlate de Margaret Atwood, avec la série éponyme d'ailleurs. Mais c'est... Si vous voulez une liste de lecture dystopie... Non, vous l'avez là. Non, mais vraiment. Moi, je pense aussi dans le sens un peu un mélange de genres où il y a un côté dystopique et il y a un côté fantastique, mais aussi science-fiction. C'est quelque chose que j'ai lu moi quand j'étais jeune. C'est la saga Autre Monde de Maxime Chatham, où il y a ce côté où ils se retrouvent dans un univers où il y a plus d'adultes et les adultes, enfin. Il reste des adultes, mais on se rend compte que c'est devenu ils appellent ça des cyniques, donc hyper tyranniques. Et les enfants ont développé des pouvoirs, des habilités que les adultes tentent de leur voler. Mais c'est vraiment de la torture, quoi. Ils leur puisent leur vie, quoi. Et il y a aussi toute un côté, une leçon écologique derrière. Mais c'est vraiment un espèce de mélange de plein de genres. J'avais trouvé ça hyper intéressant à 15 ans. Faudrait que je les relise pour voir ce que j'en pense aujourd'hui. Mais ouais, si vous êtes plutôt dans le YA, et ça c'est français, donc ça change un peu parce qu'on se dit... moi j'ai l'habitude de lire en dystopie, j'ai lu que des choses anglo-saxonnes, à part ça. Donc parfois... que ce soit européen,
français, même j'en sais rien, italien, ça va changer. Et ça ajoute une nouvelle couche, une autre perspective, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que la plupart des œuvres que j'ai citées, elles sont anglo-saxonnes et ça peut parfois avoir un impact sur le regard en fait qu'on pose dessus, sur la perception. Mais ça, c'est quelque chose dont on pourra reparler par la suite. Hey. Et je refais une passerelle avec tout à l'heure quand tu parlais de la littérature young adult parce que c'est assez important pour ce sujet-là. Et c'est vrai que depuis la fin du 20e, début du 21e siècle, il y a effectivement une multiplication d'œuvres dystopiques, mais qui s'adressent principalement du coup à un public qui a entre 12 et 18 ans, c'est on va dire la fourchette de la littérature young adult, donc jeune adulte. Et effectivement, il y a des œuvres comme Hunger Games qui sont un petit peu celles qu'on a peut-être tous ou toutes lues dans notre adolescence, mais en tout cas, on en a entendu parler. Et il y a d'autres... je dirais qu'en fait, Hunger Games, c'est un petit peu ce qui a été jalon pour ensuite d'autres sagas comme effectivement Le Labyrinthe ou Divergente, tout ça, qui sont des œuvres qui ont par la suite été adaptées d'ailleurs au cinéma, ce qui a multiplié un peu l'impact et qui a fait qu'il y a une période dans les années 2010, je dirais, où en fait c'est devenu très très populaire auprès des jeunes générations et du coup ça c'est un impact qui est peut-être un peu durable. Enfin, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Ça c'est la question, elle est un peu difficile parce que parfois on se dit que ça a mal vieilli dans le sens où tu vois là il y a eu une nouvelle adaptation d'une dystopie de ces années-là, de ces années-là, donc Uglies, qui est sorti sur Netflix. Ouais. Et je trouve que ça a été fait d'une manière où ça a pris un coup de vieux et pas forcément en lisant. Il y a aussi la question de quand quelque chose devient extrêmement populaire et qu'on commence à capitaliser dessus. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais du coup, il y a une question de qu'est-ce que ça devient? Est-ce que ça perd son sens premier? On pourra en reparler tout à l'heure, mais du coup, c'est un peu limite. Après, les gens s'en moquent. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Comment dire, c'est trop éloigné finalement du message initial et on en fait un espèce de produit destiné aux adolescents, mais qui est pas forcément à prendre très au sérieux parce que justement c'est marketé pour une certaine audience. Moi, je voulais revenir juste sur en fait une question en particulier, c'est quelle a été notre première dystopie, enfin quelle est la première œuvre dystopique qu'on a lue, mais je pense qu'on l'a déjà citée en fait parce que pour ma part ça a été la saga Hunger Games quand j'étais au collège. Je fais un big up à Amélie et Célia si elles passent par ce podcast parce qu'en fait on les empruntait au CDI au collège parce que c'était au moment où c'était publié et du coup on attendait avec impatience que la documentaliste nous dise que le 3e tome était sorti. Donc franchement ça c'est un truc dont je me souviens assez clairement. Et toi du coup de ton côté du coup moi c'est pareil. J'en parlerai plus tout à l'heure de comment je l'avais vécu et comment je l'avais interprété en tant qu'ado. Mais pour moi, c'était les Hunger Games aussi. Mais j'étais plus âgée que toi, du coup, parce que Marine et moi, on a 4 ans de différence. On a 3 ans de différence. 3 ans. Ah bon? Oui, mais oui. Ah putain, vraiment, j'étais en mode... T'es née en 2000, moi je suis née en 97 et genre je me voyais trop vieille en fait. Ouais, mais c'est 3, pardon. T'inquiète. Non, mais je me vieillis parce que dans ma tête, j'ai déjà 28 ans alors que j'ai encore un mois devant moi en fait. C'est vrai. 3 ans de différence. Mais du coup, moi j'étais au lycée déjà. Et j'avais pas lu, j'avais d'abord regardé le premier film avant de lire les livres. Et du coup, après, j'avais lu les livres que j'avais empruntés à ma copine Pauline. Pauline, si tu nous écoutes. D'ailleurs, j'ai encore une des copies je crois que c'est le tome de
du dernier tome que je n'ai jamais rendu, Oh qui est chez mince, moi. Je pourrais lui donner là. Je suis vraiment la pire amie. confession. Mais on habite dans la même ville, donc je vais pouvoir lui rendre après qu'elle ait écouté ça. Elle va te faire un petit message. Du coup, Voilà, donc moi c'était pas le CDI, c'était Pauline et la voleuse de livres, c'est moi. ouais, et bah du coup, on a un petit peu la même réponse, mais ça, en fait, on le savait un peu déjà, puisque ça a été un peu notre point de départ, je dirais, Hunger Games, en fait, pour trouver la thématique de cet épisode. Mais du coup, peut-être qu'on peut enchaîner avec la première partie. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, tout à fait. je te passe la patate chaude et Lisa, pourquoi est-ce que la dystopie c'est un genre qui est aussi populaire et quel est l'intérêt, quelle est l'importance en fait des œuvres dystopiques? Moi, je voulais d'abord, du coup, quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure, mais du coup, parler du lien que ça a avec la politique. En fait, on ne peut pas parler de dystopie sans parler de politique en tant que matière à gouverner, quoi. Donc, on l'a dit tout à l'heure que les dystopies, dans leur création en tant que genre, elles sont entremêlées avec des troubles politiques, quoi. Même celles qu'on peut dire proto-dystopie, tu l'as dit, elles sont qui étaient là au 19e siècle. C'est parce qu'il y avait un changement notable dans la production, dans la politique. Il y avait des remuages politiques qui ont donné naissance à ce genre, quoi, qui ont fait qu'on se posait des questions sur les limites, la morale, voilà, tutti quanti, jusqu'à où ça pouvait aller. Mais aujourd'hui, il y a toujours ce lien qui peut-être est encore plus visible parce que on a l'impression, nous, dans les sociétés occidentales, parce que je parle de ce que je connais et de ce que je vis, qu'on appelle à lire et à créer ce genre de récit de par ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'il y a un climat politique qui appelle à lire des dystopies. Enfin, je vais prendre l'exemple des États-Unis, mais après la victoire de Donald Trump, la dernière, on a pu constater qu'il y a eu une hausse des ventes de dystopies. Donc ça, on l'a vu dans un article où on nous donnait des chiffres par Amazon. Bon, est-ce que c'est pas un peu ironique? Je ne sais pas. Que juste après sa victoire, il y a eu une augmentation des ventes de Fahrenheit 451, je fais un mix de langues, de 1984, mais aussi La Servante écarlate, et ça pose des questions. Donc on voit quand même les politiques de Donald Trump, on voit que les droits des minorités, des femmes, des immigrés sont peu à peu bafoués, retirés, et on voit des records de vente battus depuis très longtemps. Donc toi, t'as lu La Servante écarlate. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que je sais pas, est-ce que c'est pas anodin, quoi? Non, mais complètement. Puis, moi, j'avais pas du tout vu la série qui est très très populaire depuis ces dernières années. Franchement, j'ai lu le livre là il y a quelques temps. Et c'est assez terrifiant en fait les éléments qu'on retrouve dedans, puisqu'en fait il s'agit dans La Servante écarlate d'un monde dystopique qui est du coup basé sur les ruines des États-Unis, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, où en fait les femmes se retrouvent effectivement, enfin certaines femmes fertiles se retrouvent à en fait n'être que des ventres, puisque on les utilise en fait pour repeupler un pays où la natalité était très basse, puisque les femmes faisaient moins d'enfants, mais aussi qu'il y avait des problèmes au niveau de la fertilité des individus. Et donc les femmes, voilà, sont utilisées à cet escient. Et c'est vrai que c'est assez terrifiant la manière dont c'est présenté, de par effectivement l'écho que ça a avec l'actualité. Et je pense que en fait c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que on avait peut-être l'impression il y a quelques années encore que les dystopies
parlait davantage de quelque chose qui serait dans le futur. Et peut-être que maintenant, on a l'impression, en relisant certaines de ses œuvres, qu'en fait, on est déjà dans le futur. Qu'en fait, c'est devenu très actuel et que ça nous parle et que ça nous permet aussi de réfléchir effectivement aux sociétés dans lesquelles on évolue. Mais J'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, du coup, j'ai pas lu le livre, mais j'avais regardé la série. Je m'étais arrêtée à la saison 4, qui dépasse largement le livre. Mais du coup, c'était intéressant parce que j'avais lu que Atwood, quand elle a écrit ce livre, elle n'a rien inventé. Donc, tout ce qui se passe dans La Servante écarlate, ça a eu lieu, pardon, à un moment ou un autre, dans un pays ou un autre, mais c'est ancré dans la réalité, donc on ne peut pas lui reprocher. Enfin, ce qu'on a souvent tendance à dire, c'est ça en arrivera pas là, c'est trop gros. Non, parce que ça s'est passé. Ouais, ça paraît pas irréaliste. Même dans les dystopies très science-fiction, il y a quand même toujours un aspect réaliste et ça pose toujours des questions morales qui s'appliquent à notre vie, même si on n'a pas des robots, alors quoi que aujourd'hui on a des robots, hein, Elon. Non mais voilà, tu vois, avec l'IA, enfin, c'est des questions. Il y a 10 ans, on aurait dit ça sera jamais jusque. Bah si, en fait. Donc c'est toujours des problématiques très réelles. Et c'est pour ça, je pense que ça résonne aussi, parce que, enfin, moi je me souviens il y a quelques années, du coup pendant le premier gouvernement Trump. Il y avait aussi eu ça en Amérique latine, des femmes qui avaient mis les vêtements donc qu'elles ont les servantes dans La Servante écarlate, des gestes très forts pour montrer que là, on était en train de vivre un cap où les femmes, elles étaient comment dire, j'ai pas le mot, mais elles étaient en danger de perdre vraiment leur droit, quoi. Ouais, enfin, c'est vrai que du coup, ça devient une espèce de source dont on peut extraire des éléments pour en fait. Je perds mon mot aussi. On n'arrive pas à parler aujourd'hui. Pour effectivement, ouais, non, mais c'est ça, pour interpeller. Voilà, c'est ça que je voulais dire, puisque les gens connaissent les œuvres. Hein, la plupart des personnes connaissent ces œuvres-là, en tout cas dans le monde occidental. Et en fait, ça interpelle vraiment de recourir aux éléments propres à ces œuvres dans un contexte en fait du réel, puisque là on se dit mais oula, en fait on utilise une œuvre de fiction pour dénoncer quelque chose, et en fait la frontière elle devient floue et on réalise que ce qui se passe en fait dans l'œuvre de fiction est effectivement en fait directement à mettre en parallèle avec ce qui se passe dans la réalité. Et du coup, enfin, c'est un peu la même chose, je dirais, mais depuis plus longtemps avec 1984, qui est souvent cité, mais même à tort et à travers, pour dire ah là là, on est dans 1984, on est dans 1984. Et du coup, effectivement, on se sert souvent de ces œuvres-là. Mais en fait, qu'est-ce que selon toi, enfin, quelle est l'importance selon toi? Enfin, je sais pas comment faire de transition là. Cette idée. T'inquiète. De toute façon, j'allais en faire une. Enfin, je voulais dire que du coup, je peux pas te dire en quoi c'est important exactement dans les termes, parce que je pense qu'il faudrait faire des analyses poussées, mais c'est important déjà de base parce que on voit que quand il y a des censures, que dans des pays différents, dans des périodes différentes, ça a été censuré en Corée du Nord, aux États-Unis, dans plusieurs États, enfin dans d'autres pays. Souvent, les dystopies, elles sont censurées parce qu'il y a un impact quand même. Et j'ai vu récemment, je pense que t'en as vu passer aussi, mais genre des posts Instagram, des TikTok, où les livres à lire avant qu'ils soient bannis par le gouvernement Trump, il y a toujours des dystopies là-dedans, parce que dans leur contenu, de manière explicite ou implicite, elles remettent en question les sociétés totalitaires, les génocides, le capitalisme, le fascisme, la propagande. Donc il y a vraiment une remise en question de points que nous contemporains, on constate, qu'on peut voir,
Voilà, enfin, les propagandes utilisant l'IA, on les a vues. On a vu le gouvernement d'Israël tweeter des photos d'IA, quoi. Enfin, de la propagande pure et dure. Ouais. Donc, c'est des questions qui sont posées dans des livres qui ont été écrits il y a 100 ans. Donc, ça forcément, on peut pas ne lire ça sans faire de parallèle, quoi. Peut-être pas forcément tout de suite, peut-être que on va laisser ça mijoter un peu, mais les livres, le savoir, c'est toujours des armes de résistance et des armes contre la manipulation et la propagande. Donc c'est vraiment très très puissant comme livre, parce que on peut, dans d'autres livres, dans des livres utopiques, dans des livres philosophiques, réfléchir quand même et les utiliser comme armes de résistance, mais là c'est, enfin, écrit noir sur blanc, une critique des sociétés totalitaires. Donc il y a vraiment, c'est très explicite, et du coup c'est pour ça que c'est dangereux, je pense. Et aujourd'hui, on a les anciens ouvrages, on a ceux qui sont sortis dans la vague début des années 2000, mais il y a des nouveaux ouvrages qui sortent. Enfin, je pense à Suzanne Collins, donc qui a écrit la saga Hunger Games, mais qui là a ressorti deux préquels. Et elle les avait écrits parce que il y avait la guerre en Irak, donc les États-Unis qui envoyaient leurs soldats en Irak, et que elle changeait de chaîne, et voilà, et qu'elle voyait les images de la guerre en Irak et les téléréalités, les machins. Justement, il y a une télé-réalité Big Brother machin, hein, et c'est ça qui lui avait donné envie d'écrire les Hunger Games. Et moi, je pense pas que ce soit anodin qu'elle revienne avec un nouveau roman. Est-ce que c'est juste une suite logique? Est-ce que c'est juste du fan service, ou est-ce que c'est une réponse à l'actualité? C'est ça la question, en fait. Ouais. Enfin, je pense que pour moi, si elle écrit, c'est qu'il y a encore des choses à dire. Pour moi. Ouais. Je pense que l'actualité est pour elle une source intarissable d'inspiration. Et que même si effectivement c'est une saga qui a été très popularisée parce qu'il y a eu des adaptations au cinéma notamment, le fait est que il y a effectivement des sujets qui n'étaient pas forcément développés dans la première trilogie, qui nous permettent aujourd'hui de réfléchir à de nouvelles œuvres toujours dans cet univers-là. Mais qui traite notamment de choses qui font écho, encore une fois, à l'actualité. Moi, je vais prendre l'exemple de son dernier roman là qui est sorti le mois dernier. C'est chaud là, parce que je viens de le lire. Je viens de le finir. Et du coup, j'ai plein de choses à dire. Vraiment, j'arrivais pas à dormir. C'était quoi, il y a 2 nuits quand je venais de le finir. Et vraiment, je me réveillais en plein milieu de la nuit et je notais des trucs dans mes notes sur mon iPhone parce que j'étais en mode il faut que j'en parle. Il faut pas que j'oublie. Mais du coup, je vais essayer sans spoiler. Bon, si vous voulez vraiment pas être spoilé, n'écoutez pas. C'est bien parce que moi, je l'ai pas lu. Non, mais c'est très flou ce que je veux dire. J'ai fait exprès. Mais du coup, déjà, on commence le livre, même avant qu'on rentre dans l'histoire. Il y a une page de citations. Des citations directement sur la propagande. Donc là, Suzanne, elle nous a dit, vous allez pas ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais vous mettre noir sur blanc les citations sur la propagande. Donc déjà, elle commence comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute la saga Hunger Games, il n'y a pas de référence au livre. Ou c'est très rarement. On parle beaucoup d'images. Elle nous parle beaucoup d'images en tant que, principalement outil de propagande. Et là, on voit 2 personnages à 2 instances, donc ce que je trouvais très intéressant. Un des personnages qui est leader de la révolution. Et on arrive chez lui et on voit qu'il a une très grande bibliothèque, ce qui n'était pas forcément mentionné avant. Donc on le voit que ce personnage-là, qui a des idées révolutionnaires, c'est un personnage qui lit beaucoup. On a aussi un autre personnage dont il est mentionné qu'elle a des livres anciens, des livres illégaux.
Donc avant Panem, avant ce gouvernement qui a suivi la chute des États-Unis. Donc ces deux personnages qui sont dépeints comme rebelles, voire révolutionnaires dans le cas de Plutarque. Donc il y a vraiment cette idée de livre comme arme de résistance que je pense important de noter qu'elle a écrit ça maintenant à la suite de gouvernements qui ont banni beaucoup de livres. Donc c'est vraiment rien de ce qu'elle fait, Suzanne Collins, c'est anodin. Il y a une vraie signification. Même à un moment, elle fait référence à l'IA et au fait que c'était tellement dangereux que ça a été interdit. C'est une phrase, mais c'est une phrase qui change tout et qui donne toute sa signification à ce roman et pourquoi elle l'a écrit. Moi, je pense vraiment que c'est une réponse à ce qui se passe. Ouais. Et du coup, les dystopies, elles sont d'autant plus dangereuses pour quelqu'un comme Trump parce qu'elles permettent, de manière plus ou moins implicite ou explicite, de comprendre les rouages de notre propre société. Donc, on se dit, même dans les Hunger Games, on n'utilise pas l'IA. Enfin, c'est fou quand même. Ouais. Donc ça nous fait, même à quelqu'un qui est plus jeune, de se dire ouais, c'est vrai que c'est dangereux en fait. Oui, c'est rigolo. ChatGPT. Oui, je peux aller sur Caractère AI et discuter avec Mickey, mais enfin, il y a quand même des dangers énormes. Ouais. Désinstaller tout ChatGPT à partir de maintenant, c'est terminé. Voilà. Réfléchissez par vous-même, bon sang. C'est très intéressant, mais je pensais juste à un truc parce que on parle pas mal de Hunger Games depuis tout à l'heure, mais en fait, on en parle comme si tout le monde savait en fait de quoi ça parlait. Parce que nous, on est des fans absolus, donc ça fait évidemment sens pour nous, mais peut-être que vous n'avez jamais lu les livres ni vu les films et que du coup, ça n'est pas très clair en fait ce dont on parle. Donc peut-être qu'on pourrait juste résumer. On sent que c'est le premier épisode. Hein. C'est ça, veuillez nous excuser pour les incohérences. Mais peut-être donc pour résumer, Hunger Games, du coup, c'est une trilogie qui met en scène une héroïne qui a 16 ans et qui s'appelle Katniss Everdeen, et qui vit dans un pays qui s'appelle Panem et qui est du coup un peu construit sur les ruines des États-Unis. Et dans ce pays, il y a le Capitole qui est, on va dire, l'espace central du pays où se trouvent toutes les personnes les plus riches, en fait. On peut dire ça comme ça. Et ensuite, le reste du pays est composé en 12 districts. Et chaque district, en fait, apporte une ressource particulière qui est nécessaire au fonctionnement, en fait, du pays. Et ce qui se passe, c'est que chaque année, en fait, il y a les Hunger Games qui sont organisés, où en fait, il y a 12 tribus masculins et 12 tribus féminins qui sont sélectionnés parmi les 12 districts et qui sont envoyés dans une arène pour s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, qui est du coup le vainqueur de l'édition annuelle des Hunger Games. Et ce qui se passe, c'est que du coup, Katniss, l'héroïne, elle se présente à la place de sa petite sœur, qui est du coup tirée au sort. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve du coup dans l'arène des Hunger Games. Et c'est un petit peu le début de l'histoire. Je sais pas si j'ai bien présenté selon toi. Très bien. Et j'ajouterais juste que du coup, les Hunger Games, donc ils sont justifiés, ou ils ont été donnés naissance parce que de base, il y avait un 13e district, donc qui était un district militaire, et qui du coup s'est rebellé. Donc il y avait une rébellion contre le Capitole parce que du coup ils puisaient toutes les ressources et la plupart des districts vivent dans une misère plus ou moins violente, voilà. Et du coup, il y a eu cette guerre, il y a eu une tentative d'invasion du Capitole de la part des rebelles qui a échoué, et après, donc ils ont détruit le district 13, et il y a eu un traité de paix, et dans ce traité de paix, comme punition, mais aussi comme excuse pour garder la paix. Donc, au lieu
de tuer des dizaines de milliers dans une guerre atroce, ont choisi chaque année des enfants Oui, à préciser que c'est des enfants. ça garde la paix. Donc c'est vraiment une justification de paix et aussi une punition. Les Hunger Games comme face à une rébellion populaire. Donc ça c'est important. Oui, c'est vrai. De le noter. C'est vrai. Donc là, il y a tous les éléments d'une dystopie classique, à savoir un personnage qui subit des privations de liberté sous un régime totalitaire. Donc, mais voilà. Du coup, on en parle beaucoup parce que ça a eu un grand impact sur nous. Et on le disait tout à l'heure, il y a eu vraiment toute une génération impactée par les dystopies young adult ou jeunes adultes. Et du coup, il y a des questions à se poser quand même. Genre, pourquoi c'est si populaire chez les jeunes? Est-ce que il y a un véritable potentiel de réflexion politique comme j'en parlais tout à l'heure, si c'est écrit pour des jeunes, et pourquoi les jeunes ils sont attirés aussi par ces histoires? Enfin, qu'est-ce qu'on recherche quand on a 13 ans et qu'on lit une dystopie? C'est une question qui se pose quand même. Ouais. Est-ce que tu veux commencer par toi ou est-ce que moi je parle? Vas-y. Moi, je pensais que c'était intéressant déjà de voir que le format, il est pas forcément le même, parce que du coup, dans les dystopies jeunes adultes, il y a une grande importance du regard interne du narrateur. Ça part vraiment de comprendre et de relate au personnage principal, et après on ouvre tel un entonnoir vers l'intrigue politique. Donc il y a ce côté comment attirer un adolescent, et peut-être que l'empathie c'est le début aussi de la conscience politique, je ne sais pas. Mais c'est intéressant de cet aspect-là, quoi. Et pourquoi ça nous attire? Est-ce que c'est purement un espèce de trauma porn où on est attiré par les histoires terribles, ou est-ce que c'est une forme de moi j'ai des angoisses, je suis jeune mais j'ai l'impression que le futur c'est n'importe quoi, je regarde la politique, c'est instable, j'ai 16 ans, on me parle de la crise économique de 2008 et du coup je m'échappe dans ce genre de lecture. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je vais vraiment partir de mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de romantisation, en fait, des personnages, des narrateurs dans les dystopies. En tout cas, pour la catégorie young adult, puisque j'ai l'impression qu'on considère que c'est un contexte qui est tellement éloigné du nôtre, puisqu'on n'a pas forcément encore vraiment de connaissances très poussées politiquement ou même en histoire, que du coup, en fait, on se sent pas spécialement concerné par ce qui arrive. Exact. Par contre, comme il y a un narrateur qui est assez, on va dire, développé, on peut facilement... Enfin, le but, c'est de s'identifier, du coup, à ce personnage-là. Et ça peut même en venir à souhaiter être dans ses bottes et à vivre ce qu'il vit, puisque c'est un narrateur, un individu qui est un peu perçu comme un personnage héroïque, en fait. Et on a envie aussi, quand on est ado, quand on rentre dans l'adolescence, qui est une période qui est assez compliquée, on a envie de vivre des choses comme ça, en fait. Même si on réalise après coup que c'est pas si souhaitable finalement de se retrouver dans les Hunger Games. Mais par exemple, moi je me souviens au collège qu'il y avait un peu une traîne sur les réseaux sociaux, alors surtout sur les gens qui étaient pour les gens qui étaient sur Twitter ou Tumblr. Voilà, c'était si t'étais dans les Hunger Games, de quel district tu viendrais, ou alors dans Divergente à quel groupe tu appartiendrais, tu vois. Alors qu'en fait, des BuzzFeed quiz c'est ça. Et est-ce que c'est pas, enfin, on n'est pas dans les maisons Harry Potter, là, on parle quand même d'un régime totalitaire. Et nous, on était là en train de se demander si on était plutôt audacieux ou érudits. Au secours. Ouais, voilà. Et enfin, ça fait sourire aujourd'hui, mais est-ce que à la base c'était le but? Je pense pas, tu vois. Et je vois ce que tu veux dire, et
je pense que pour moi, c'était un peu la même chose, parce qu'au début, tu te rends pas forcément compte, mais en fait, ça plante quand même une graine, quoi. Ouais. Parce que le fait de pouvoir s'identifier aussi, tu vois, enfin, c'est con, mais moi, je regardais Katniss, qui vient du district 12, son père, il est mineur, ben moi, je viens du Grand Est, et mon grand-père, il est mineur, mon père, il a été mineur, mon oncle, il est mineur, donc il y a un côté où je me disais, bah, si on en était dans ce système-là, potentiellement, moi, j'aurais pu être dans cette situation, tu vois. Ouais. Et c'est con, mais ça pose quelque chose où, à partir du moment où toi, tu peux te visualiser là-dedans, tu vas forcément avoir plus d'empathie pour quelqu'un qui le vit réellement. Et puis, au-delà de ça, moi, je pense que quand je l'ai lu, bon, après, j'étais plus âgée, j'avais 16 ans, mais ça m'a fait avoir des réflexions presque philosophique. Enfin, je vais parler d'un personnage, le personnage de Gale, qui est un personnage très très controversé. Dans Hunger mais Games. c'est un personnage, dans Hunger Games, mais c'est un personnage qui te fait te poser certaines questions qui sont très intéressantes. Donc, qu'est-ce qui est justifiable dans la guerre? Et à quel point tu peux blâmer quelqu'un si c'est le produit aussi de son environnement. Parce que là, on parle quand même d'une jeune personne pauvre, donc qui vit dans un régime totalitaire et qui après devient un soldat presque radicalisé. Moi, j'irai pas jusque là parce que je défends toujours Gale. C'est pas grave. Mais du coup, il y a une question, genre, moi, à 16 ans, j'avais des réflexions politiques. Je m'en rendais pas forcément compte, mais elles étaient là. Ouais. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je me suis fait la réflexion parce qu'on en avait discuté un peu avant. Moi, la première fois que j'ai lu Hunger Games, j'étais du coup plus jeune. J'avais, on va dire, 12-13 ans. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus concentrée sur les personnages que sur, en fait, le monde dans lequel ils évoluaient. Et que du coup, sur l'analyse du système en lui-même. Mais en relisant plus tard et en re-regardant les films plus tard, parce que je les re-regarde et les relis régulièrement depuis que je suis ado, c'est vrai que petit à petit, en fait, je me suis dit, mais oula, il faut vraiment que je sorte de juste l'appréciation du personnage et des relations qu'elle a avec les autres personnages pour vraiment, en fait, réfléchir à ce qui est en train de se passer autour d'elle. Et c'est à partir de là que, en plus, j'ai vraiment apprécié d'autant plus l'œuvre et en fait ce qu'elle cherche à nous faire comprendre. Et je pense que tu as raison et que même si sur le moment on s'en rend pas compte, c'est super important pour la suite de notre construction en tant qu'individu et en tant que citoyen averti des risques qui peuvent exister en fait. Oui, mais tout à fait. Mais après, la question aussi qui est importante, c'est comment impulser ça, parce que nous, bon, on va dire qu'on l'a fait de nous-mêmes, on a pris ce recul de nous-mêmes parce qu'aussi après on l'a relu plus tard. Mais ça va pas être le cas de tout le monde, les gens vont pas forcément le relire. Donc c'est comment impulser ça, comment utiliser les dystopies jeunes adultes pour impulser un vrai changement et une réflexion qui irait au-delà du simple personnage et des relations interpersonnelles, quoi. Donc c'est ça la question, quoi. Peut-être qu'une des réponses ce serait de les intégrer finalement au programme scolaire, puisque c'est vrai que il y a certaines des dystopies classiques, par exemple 1984, c'est quelque chose qu'on a peut-être tous plus ou moins lu au collège ou au lycée, enfin c'est le cas pour moi. Et peut-être qu'effectivement intégrer des œuvres qui du coup s'adressent plutôt à un public adolescent, ce serait déjà une manière d'intéresser davantage les jeunes à la lecture, mais aussi de pouvoir justement les amener à se questionner davantage sur ce qu'il y a dans les œuvres. Je ne sais pas, c'est une idée comme ça. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut en parler à l'école, au lycée. Mais je pense que c'est important aussi de les ancrer ça dans la réalité, dans l'histoire. Enfin, vraiment, pas simplement faire des analyses textuelles, mais sortir ces livres
de leur narration et faire des parallèles. Parce que c'est hyper important. C'est donner des éléments de comparaison aux jeunes pour qu'ils puissent se dire ah ok, donc en fait ça peut arriver et ça arrive et c'est arrivé. Parce que du coup forcément c'est un truc un peu coup de poing où ça a forcément un plus grand impact. Et tu vois, moi j'ai convaincu ma grand-mère, elle est pas, faut pas la convaincre pour lire un livre, tu lui donnes, elle est contente, elle le fait. Je me demande pourquoi je suis comme ça. Mais du coup, j'ai prêté les Hunger Games à ma grand-mère, et là, elle les a tous lus, enfin, sauf le dernier, du coup, il faut que je l'achète en français. Mais du coup, je trouve ça hyper important d'échanger avec des gens qui ont vécu d'autres choses que toi, parce que pour le coup, moi, ma grand-mère, elle m'a sorti des trucs après les avoir lus auxquels j'ai pas forcément pensé. Tu vois, elle a eu des réflexions sur l'aspect cyclique de l'histoire et du temps. Elle m'a parlé dans le district 13, donc ils sont dans des abris contre les les bombes nucléaires, quoi. Ils ont pris, atomiques. J'ai pas le mot, j'ai bomb shelter. Mais du coup, elle m'a parlé de quand elle était jeune, quand elle était bébé, et que du coup, ma grand-mère, elle est née en 44, à la frontière entre la France et l'Allemagne. Donc les bombes, elle connaît. Elle connaît. Enfin, elle s'en souvient pas, mais le bruit, elle connaît, quoi. C'est encore un trauma aujourd'hui. Elle supporte pas les feux d'artifice et tout. Elle a encore réfléchi et elle m'a parlé des années 70, voilà, de la guerre froide, des choses que, bon, moi j'ai lu, je vais faire des parallèles avec aujourd'hui, ce que moi je vis avec la montée du fascisme en Europe, aux États-Unis, avec ce qui se passe à Gaza, avec, enfin, voilà. Et là, elle m'a donné toute une autre perspective avec sa réalité à elle. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut réfléchir et impulser un changement, quoi. Enfin, je pense que les parents, s'il y a des parents qui aiment bien lire, parfois ils devraient lire ce que lisent leurs enfants. Il y a une question de transmission, de créer du dialogue entre les personnes grâce à ça. Ouais. C'est très bien dit. Et on embrasse Gabi. Voilà, Gabi, ma mamie, ma mémé. Ouais. Est-ce qu'on enchaîne un petit peu? Bah ouais. Parce que je pense que ça va être très 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 long. Blablate. On avait tellement de choses à dire. Du coup, oui, on peut parler des limites parce que on parle beaucoup de l'influence que ça peut avoir, mais malheureusement, c'est pas parfait. Il y a certainement une fonctionnalité politique, mais je pense qu'il y a des limites au militantisme que peut fournir un livre, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que une des premières choses que j'ai un peu trouvées en me renseignant sur le sujet, mais ça c'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu identifié et dont on a parlé, c'est le fait que la plupart des dystopies modernes sont du coup basées sur les ruines des États-Unis, ou en tout cas d'un monde plutôt anglo-saxon, et que du coup, en fait, c'est un élément qui pourrait limiter finalement la perception, ou en tout cas l'identification qu'on peut avoir des sujets qui sont présentés. Et il y a aussi une question plutôt cette fois-ci du côté des personnages et du type de personnage notamment, puisqu'on est souvent sur des protagonistes blancs cisgenres, alors que les quelques personnages racisés qu'on peut aujourd'hui trouver dans des dystopies contemporaines, par exemple Hunger Games ou Divergente encore, sont finalement pas si développés que ça, finissent quasi toujours par mourir ou autre. Donc c'est vrai que est-ce qu'on serait pas sur un schéma un peu répétitif qui limite l'impact, en fait, parce que ça s'adresse pas à tout le monde, et du coup tout le monde ne peut pas forcément s'identifier à ce qui est en fait présenté, quoi. Je sais pas ce que tu penses de ça.
Mais même le fait que qu'on soit obligé de s'identifier pour avoir de la compassion, c'est déjà problématique, quoi. Et puis même quand c'est des personnages non blancs, donc après, encore une fois, je parlais d'Hunger Games, on fait que ça, et du coup, il y a un flou sur l'origine des gens qui était volontaire de la part de Suzanne Collins, parce que on est quand même dans une société futuriste où il y a eu un mélange. Et un mélange et aussi une perte de racines, parce que du coup, ces personnes-là, elles n'ont pas accès à l'histoire avant Panem. Donc en fait, tu sais même pas d'où tu viens. Ouais. Mais pour le coup, dans le district 12, les gens très pauvres de ce district, notamment Katniss, ils sont décrits comme ayant olive skins, dark features, genre des cheveux noirs, les yeux gris, la peau sombre, olive quoi. Et il y a beaucoup de références à la culture amérindienne, enfin la chasse, le côté de connaissance des plantes, des choses comme ça, qui font qu'il y a des références, même le fait qu'elle porte une tresse Katniss, qu'elle est ethniquement ambiguë, mais avec des références à certains peuples, tu vois, ou même comme ils sont sur la chaîne de montagne des Appalaches, dans la chaîne de montagne des Appalaches, il y a une ethnie très spécifique je sais pas comment on dit en français, mais voilà, des personnes racisées. Ils viennent de ce côté-là des États-Unis. Et on a cet aspect-là quand même dans le livre. Et après, dans le film, on nous met Jennifer Lawrence, qui est une très très bonne actrice. Elle a très bien interprété Katniss, mais on perd une couche de complexité Oui, je suis d'accord. politique. Non, ça enlève une compréhension d'une couche d'oppression supplémentaire, en fait. Une couche d'intersectionnalité. C'est ça. Ouais. Et c'est dommage, quoi, parce que c'est pas parce que Katniss elle est pas blanche que moi je peux pas compatir avec elle et me reconnaître dans son combat. Et c'est dommage que ce soit tout le temps le schéma de pensée, quoi. Enfin, je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que je peux aussi comprendre, enfin en tout cas entendre que des personnes racisées en fait ne se sentent pas forcément représentées et du coup soient moins intéressées par ce genre de récit parce qu'en fait il y a moins de personnages qui leur ressemblent entre guillemets. Donc après, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense que c'est un argument qui s'entend aussi. C'est un autre point de vue parce que moi j'ai pas besoin de ça parce que je suis blanche, donc je suis représentée dans tout ce que je vois. Il y a pas de souci là-dessus. J'ai pas la perspective d'une personne dont la réalité elle est jamais représentée. C'est complètement différent, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est ouais. Mais ok, très bien. Mais ça fait un peu écho avec une autre idée que j'avais et qui vient d'un article que j'ai lu. Alors je vais pas citer la source parce que franchement c'était plutôt un blog, mais j'ai trouvé l'idée très intéressante parce que en fait on s'interrogeait sur pourquoi la plupart, même la quasi-totalité des dystopies sont effectivement basées sur un monde occidental ou en tout cas post monde occidental et la personne disait dans l'article que si les dystopies sont si populaires auprès justement des personnes blanches ou en tout cas occidentales, c'est parce qu'elles opèrent en fait comme des mises en garde contre la montée des fascistes qu'on observe actuellement en Europe ou aux États-Unis. Et que c'est donc en lien avec un risque qu'il y a des privations des libertés fondamentales. Et la personne disait, mais en fait, pour les personnes racisées ou pour les personnes en minorité, les oppressions systémiques de ce genre, elles existent déjà. Elles sont déjà là. Elles n'ont pas besoin d'exister uniquement dans un système totalitaire pour que pour qu'elles soient réelles. Et que du coup,
vu qu'elles sont déjà omniprésentes, même dans des sociétés qui sont, on va dire, démocratiques, il n'y a pas ce besoin-là forcément de se référer à des récits de fiction dystopique pour se sentir, pour être mis en garde en fait, puisqu'en fait c'est des choses que ces personnes subissent déjà. Et du coup, je trouvais que c'était assez intéressant parce que j'avais pas forcément pensé à ça avant de faire des recherches pour l'épisode. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais je pense que c'est hyper. Non, mais j'avais pas réfléchi non plus, mais oui, c'est vrai. J'ai pas besoin de fantasmer l'oppression parce que je la vis. Ouais, tout à fait. Après, nous aussi, on vit une obsession, une obsession, oui, peut-être. Oui, non, tout pour à moi, fait. Oui, une oppression du système capitaliste. Oui. C'est juste que c'est vraiment sous couche de liberté, ou aussi on veut pas forcément s'en rendre compte. En fait, on veut pas qu'on s'en rende compte. Donc c'est plus facile à comprendre et à nous vendre une révolte quand c'est sous terme de fiction et d'extrême politique. Tout à fait. Ça fait d'ailleurs lien avec ma prochaine idée, c'était très très bien. Parce que je me disais, en fait, est-ce que c'est pas plus facile de soutenir une révolution armée quand il s'agit d'une fiction? Puisqu'en fait, dans la réalité, dans le discours notamment médiatique, un peu général, on a tendance à se dire qu'il faut nuancer la nécessité de la violence pour renverser un système oppressif, alors que du coup, dans ce genre d'œuvre de fiction, non, on ne doute pas de la nécessité d'user de la violence pour en fait renverser un régime totalitaire, et que du coup, en fait, ça peut être aussi, on va dire, une limite, puisque les audiences, et notamment les audiences encore une fois occidentales, auront plus tendance à mettre l'œuvre à distance et en se disant mais de toute façon, on n'en viendra pas jusque-là puisqu'on n'a pas besoin d'user de tant de violence pour finalement renverser un système qui est oppressif. Alors que je n'ai pas envie de dire que j'ai la réponse à cette question, mais tu vois, c'est quand même un peu à nuancer. Moi, je vais donner un point de vue qui est mien, mais pour moi, il n'y a pas de révolution aboutie sans une part de violence. Et c'est vraiment une illusion de nous dire qu'on peut atteindre la paix, ou on peut atteindre une harmonie ou cesser les oppressions sans violence, parce que nous, on la subit quotidiennement, la violence. C'est juste qu'elle est saupoudrée de c'est libre et tu peux acheter ce que tu veux et quand même t'as des droits, d'accord. On est quand même opprimé en fait, et de nous dire qu'on peut se libérer ou libérer certains peuples sans violence, c'est illusoire en fait. Là, je pars très loin, mais c'est vraiment grave qu'on puisse soutenir les violences armées dans la fiction, mais que quand ça se passe dans la réalité, on peut pas. Ah non. non. On peut pas justifier la violence, non. Mais comment on a obtenu nos droits? Enfin, on est quand même en France, dans un pays où chaque année on célèbre la Révolution française. C'était une révolution armée. Enfin, c'est hyper ironique, paradoxal, hypocrite, tout ce que tu veux. Voilà, ça me rend folle un peu. Mais ceci n'est pas nécessairement un appel à prendre les armes. Non, mais si, on se sait, mais c'est marrant parce que ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques temps et qui est du reste absolument génial, qui s'appelle Babel de R.F. Kuang, que tu n'as pas encore lu, mais qui parle un petit peu de ça justement parce que le sous-titre de Babel, c'est de la nécessité de la violence. Donc on est pas tout à fait, je dirais, dans un récit dystopique parce que c'est plutôt de la fantaisie, mais il y a quand même des éléments très politiques. Puisque on est avec un protagoniste qui est né en Chine au début du 19e siècle et qui est en fait ramené en Angleterre à Oxford pour être entraîné pour devenir en gros traducteur et permettre du coup à l'Empire britannique de traduire des textes ou tout élément de langage du mandarin à l'anglais, et ainsi de faciliter les relations impériales avec la Chine.
Et ça, c'est grosso modo le pitch. Et en fait, au fur et à mesure du livre, le personnage, il est au départ très impressionné par, on va dire, l'opulence dans laquelle il arrive, et la luxure, et aussi le prestige intellectuel que lui confère l'Empire britannique au sein de l'université d'Oxford. Mhm. Et petit à petit, en fait, il réalise à quel point cette vision-là, elle est biaisée, et qu'en fait, il est dans un système colonial extrêmement répressif qui, en fait, est responsable de la mort de millions de personnes, Mhm. que ce soit dans son pays d'origine ou ailleurs. Et en fait, il, par un effet de circonstance, en fait, devient un peu le leader d'une révolution, puisque le département de traduction dans lequel il travaille est majoritairement composé de personnes du coup ramenées des colonies pour devenir traducteurs. Mhm. Et donc, il mène une révolte. Et petit à petit, en fait, le personnage, il se radicalise, entre guillemets, et il finit par avoir des discussions avec d'autres protagonistes, enfin d'autres personnages, pardon, qui, eux, peuvent se montrer beaucoup plus mesurés en disant non, il faut qu'on négocie, il faut pas qu'on en vienne à utiliser la violence, nanana, pour faire entendre ce qu'on veut dire. Et lui, en fait, son discours, c'est non, en fait, on n'arrivera à rien si on n'use pas de la violence, et s'il y a des dommages collatéraux, bah il y a des dommages collatéraux humains, et ce sera comme ça. En fait, il va jusqu'au bout de ces idées-là. Et du coup, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant, cette exploration, en fait, d'un personnage qui, au départ, parce qu'il est très jeune et peut-être naïf, présenté comme très pacifique, parce que c'est quelqu'un d'assez doux, d'assez gentil, et petit à petit, en fait, parce qu'il subit des oppressions, en vient à ne plus avoir d'autre choix que d'user de la violence, puisqu'il le fait pas par gaieté de cœur, mais en fait, il le fait parce qu'il n'a plus le choix. Et donc, je trouve que c'est très important d'avoir ce genre de livre-là pour aussi comprendre que la plupart de nos droits, en fait, n'ont pas été obtenus sans usage d'une forme de violence. On part très très loin. Ouais, non mais Enfin, voilà, c'est hyper important. Et les dystopies, souvent, ils posent la question de la justification de la violence, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et ce dont je voulais parler aussi, c'est que quand on voit que ça devient très très populaire, je vais parler du coup chez les jeunes adultes, et on a parlé tout à l'heure, mais du coup de ce mouvement de popularité des dystopies qui a entraîné après des livres, et où on a capitalisé à mort dessus. Déjà, premièrement, il y a un danger de désensibilisation, je pense. On est habitué à voir ces horreurs-là, et on les voit comme du divertissement. Donc, il y a quand même un truc hyper insidieux et dangereux qui se met en place au fur et à mesure. Et après, t'es moins sensible. Tu peux être moins sensible à ces histoires. Il y a eu quelque chose d'hyper intéressant que j'ai noté, c'est que dans un des films qui suit la saga des Hunger Games, donc la balade, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais The Ballad of Songbirds and Snakes. Ouais, je sais même pas en plus. Mais il y a une scène qui est pas là qui est pas dans le livre. Au début, quand ils rentrent dans l'arène, une scène de massacre, de violente, qui est pas là dans le livre. Donc pourquoi ça a été rajouté, quoi? Est-ce que ça renforce le propos, ou est-ce que c'est vraiment c'est les on vous fout wow, ça parce que c'est à voilà. ça que vous vous attendez. Donc en fait, on est juste placé dans la même position que les gens du Capitole, tu vois. On paye 15 balles notre place de cinéma, vous allez faire je sais pas de milliards de dollars de bénéfices dessus. Et maintenant, on est habitué à voir la violence. Mais en fait, ça dénonce ce danger-là de désensibilisation de la violence, cette saga. Et après, on y participe, nous aussi, à cette désensibilisation. Et là, je pense à ce qu'on voit aujourd'hui avec TikTok, et je vais encore parler de la Palestine, mais du coup des jeunes Palestiniens et Palestiniennes qui documentent leur quotidien sur TikTok,
qui demande oui, est-ce que vous pouvez me sponsoriser pour que voilà. Donc ils nous montrent directement ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait justement le parallèle avec les Hunger Games. Et en fait, on voit ça, on voit ces jeunes résister, on voit le monde qu'ils regardent, parfois en silence, et on scrolle, et on passe à autre chose, et on met un commentaire. Enfin, il y a un côté vraiment horrible. Et est-ce que le fait qu'on nous ait habitués à voir ça à l'écran, est-ce que ça participe aussi à cette désensibilisation? Je sais pas. Ouais, j'avoue que la question reste Ouais, ouverte. mais enfin, tu Est-ce vois, que ça va dépendre effectivement de notre degré peut-être d'empathie, mais aussi de notre degré de sensibilisation à des sujets, on va dire, d'actualité, parce que tout le monde ne s'informe pas forcément. Alors je dis pas que nous on est on est les meilleurs, enfin en tout cas non, bah évidemment, on n'est pas des personnes moralement impeccables qui puissent se permettre de juger tout le monde, mais c'est juste, on pose des questions et on voit ce que ça donne, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai pas de réponse non plus Ouais, à ça, bah non. parce que effectivement, le fait que la plupart, des dystopies young adult aient été adaptées, notamment au cinéma, ça crée effectivement un effet de film blockbuster qui du coup va rejoindre d'autres œuvres de fiction et du type film Marvel ou autres œuvres de science-fiction, on va dire générale. Et du coup, on a peut-être plus de mal effectivement à distinguer le message politique qui existe de manière plus ou moins évidente, parce que justement on les range dans une catégorie très générale de films avec de l'action. Ouais. Il y a des personnes qui meurent à l'écran, ça peut être très visuel, voilà. Je pense qu'effectivement c'est un risque, mais je pense que le cinéma a quand même été un moyen peut-être pour certains et certaines d'accéder aux œuvres littéraires derrière. Alors je dis pas que le cinéma c'est un sous-genre par rapport à la littérature, mais peut-être que voilà, c'est des personnes qui se seraient pas forcément tournées vers ces livres-là et qui par la suite ont pu du coup s'intéresser davantage à l'œuvre originale et du coup à lire, à se documenter, et peut-être que ça a effectivement planté une petite graine. C'est ce que ça n'est jamais perdu. C'est ce que je me disais aussi, parce qu'on va, il y a pas mal de critiques de ça, de la culture populaire, du fait de ce que je disais, de se faire beaucoup de thunes dessus, mais même si ça reste dans une logique capitaliste, comme tu l'as dit, ça donne accès à ce genre de récit, à un plus grand public, et même si c'est plus implicite, le message, il est quand même là. Ouais. Je suis d'accord. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses jusqu'à présent, et peut-être qu'il est temps d'en venir à la conclusion, parce que ça fait déjà très longtemps qu'on parle. Ouais. Je sais pas si toi t'avais des... moi j'avais pas spécialement pensé à une conclusion, parce que c'est tellement, il y a tellement de choses à dire et c'est tellement flou que je pense que c'est à chacun d'y réfléchir et de faire sa propre opinion. Donc moi je voulais plutôt partir sur les recos. Ouais, tout à fait. Parce que voilà, on s'était dit en préparant le podcast que ce serait pas mal qu'à la fin de chaque épisode, chacune de nous fasse quelques recommandations d'œuvres qui soient pas forcément des livres d'ailleurs, en lien avec la thématique du jour. Donc je te laisse commencer si tu veux. Okay. Qu'est-ce que tu souhaitais nous présenter aujourd'hui? Je vais la faire courte, mais du coup moi je vous demande de lire les Hunger Games. C'est une demande, c'est une requête. Donc je vais pas vous présenter le livre parce que Marine l'a très bien fait tout à l'heure, mais je pense que c'est important et c'est une saga qui reste du contenu jeune adulte, mais qui est très bien écrit et qu'on peut lire même si on est un lecteur adulte.
mais même si on a l'habitude de lire de la littérature adulte, ça reste riche et ça reste très intéressant à lire. Donc voilà, je vous le conseille. Ma deuxième reco, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Altered Carbon. Et du coup, c'est un peu une série cyberpunk, sci-fi, mais dystopique. Donc c'est dans un univers où on peut numériser, on a numérisé la conscience humaine et on peut la transférer, la télécharger dans des corps qu'on appelle des enveloppes. Et du coup, on suit un soldat, Takeshi Kovacs, qui se réveille après 250 ans, donc 250 ans emprisonné, parce que lui, c'est un criminel, on apprend plus tard pourquoi. Mais du coup, on le réveille pour qu'il aide à résoudre un meurtre. Et c'est un meurtre d'un riche aristocrate qui fait partie de la classe dominante, qui s'appelle les Métas. Et au fil de l'enquête, on en apprend plus sur lui et son passé de révolutionnaire et pourquoi il a été enfermé. Et il y a vraiment, c'est une série qui, au-delà d'être hyper cool, fait qu'on se pose beaucoup de questions sur ce qui est moral ou non, sur les dérives de la société capitaliste, sur la lutte des classes, sur la lutte, enfin les dérives de la technologie aussi, sur qu'est-ce que signifie la vie, si même la mort on peut l'acheter. Donc il y a vraiment des questions hyper intéressantes et au-delà de ça, genre l'esthétique et tout est hyper cool. Mais je vous fais des gros trigger warning parce que c'est une série très très violente, donc violence physique, sexuelle et tout. Donc si c'est quelque chose, voilà, auquel vous êtes sensible, ne regardez pas cette série. Voilà. Waouh. Ça a l'air très intéressant également. Je l'ai pas vu cette série, mais peut-être que je m'y mettrai. Ouais, mais ça reste un peu sur un cliffhanger parce qu'il y a que 2 saisons et bon, comme Netflix qui adore ne pas continuer leur série. Ouais. Mais malgré ça, je la conseille quand même. Ok, très bien. Merci pour tes recommandations. Moi, de mon côté, j'ai pensé à un livre en particulier. Et je voulais le recommander parce que, notamment, il est pas très très long. Il fait moins de 300 pages, voire même moins de 200 pages. J'ai plus trop en tête le nombre de pages. Mais c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, qui est une autrice belge, qui est sortie en 1995. Qui parle en fait d'une protagoniste dont on ne connaît pas le nom, ni l'âge, ni vraiment l'histoire, qui est en fait enfermée dans une cage avec 39 autres femmes qui sont d'âge et de background différents. Et en fait, cette cage, elle est surveillée 24 heures sur 24 par des hommes habillés en soldats. Et en fait, d'aussi loin que remontent leurs souvenirs, en fait, elles ont toujours été enfermées là. Enfin, la protagoniste, c'est la seule qui n'a pas la mémoire du monde d'avant l'enfermement, puisqu'elle était trop jeune pour se souvenir en fait de ce qui s'est passé avant. Mais les autres femmes avec qui elle est, en fait, ont des souvenirs et évoquent parfois effectivement le monde d'avant, mais en fait les circonstances dans lesquelles elles ont été enfermées sont très très floues, donc elles ont des hypothèses comme quoi il y a une période où elles ont été droguées ou autre, donc en fait on suit ce groupe de femmes qui ne sait pas pourquoi elles sont enfermées, ni vraiment depuis combien de temps, parce qu'elles n'ont pas de moyen de mesurer le temps, et elles savent pas non plus en fait si elles sortiront un jour. Enfin vraiment il y a énormément d'inconnus, et un jour il y a un événement qui se produit et qui fait que elles peuvent sortir et elles se retrouvent dans un monde qu'elles ne reconnaissent plus. Je vais pas trop en c'est terrifiant. Voilà. Mais j'ai trouvé ça passionnant parce que suivre ça au travers du regard d'une protagoniste qui en fait n'a pas vraiment d'ancrage avec le monde d'avant, c'est vraiment très intéressant, et j'ai trouvé la fin aussi très intéressante, même si bon, pour les personnes qui ça fait beaucoup de spoilers là peut-être, mais les personnes qui n'aiment pas les fins trop ouvertes, peut-être que ce sera pas pour vous, mais voilà, mais ça reste un livre qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu il y a pas très longtemps non plus,
mais pour le côté assez accessible et assez court, franchement, je le recommande. Et aussi, j'ai récemment regardé un documentaire Arte. On adore Arte, qui est encore disponible sur YouTube, donc j'en parle ici, qui s'appelle États-Unis, la guerre des livres. Donc titre très évocateur. Incroyable. Franchement, voilà, si on veut se mettre un peu à jour sur effectivement un niveau particulier de l'oppression qui sévit actuellement aux États-Unis, notamment par rapport aux livres, allez-y. Bon, c'est terrifiant, hein, on se demande si on est dans les années 30 en Allemagne ou bien aux États-Unis. Mais voilà, ce sera mes 2 recommandations pour cet épisode. Et peut-être que du coup, on remercie par avance les personnes qui voudront bien nous écouter pour ce premier épisode. On a hâte d'avoir fait des retours puisque on se lançait un petit peu aujourd'hui sur un thème qui est assez lourd, donc finalement ce serait pas un épisode très très fun. Alors que d'habitude on est assez personnes, mais là on s'est dit que voilà, on attaquait vraiment dans le dur. Donc voilà, merci pour les retours qu'on aura, et on remercie aussi peut-être les personnes qui nous ont aidé un peu, aiguillé tout au long de cette aventure de la mise en place du podcast. Je pense notamment à Claire qui nous avait aidé pour la création du logo. Je pense aussi peut-être à Mathieu qui nous a aidé pour les questions plutôt côté son. Voilà, enfin plein de personnes à qui on a demandé à nos amis qui nous soutiennent. Oui, à nos amis qui nous soutiennent. Et puis, on revient très vite, on l'espère, avec un autre épisode et une autre thématique. Voilà. Et puis, moi, je voulais aussi vous demander, du coup, de nous suivre sur Instagram. Donc, c'est papopage avec un S-podcast. Et si vous aussi, vous avez des recommandations, on va bientôt faire des posts. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire des dystopies que vous avez lues, que ce soit séries, livres, films, peu importe, et envoyez-nous des DM, parce que moi je suis toujours à la recherche de choses à lire ou à regarder. Oui, tout à fait. Ça pourrait être intéressant d'en discuter. Voilà. Donc voilà. Merci Elisa. Merci Marine. Et puis à très vite.